Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous un arrêt qui est ambigu. Un arrêt dont on a du mal à définir exactement la portée, mais qui est très intéressant parce qu'il va nous montrer à quelles conditions l'employeur peut imposer aux salariés de réaliser des heures supplémentaires, à quelles conditions également ces heures supplémentaires se contractualisent, et donc elles font partie du contrat de travail, alors que théoriquement, en principe, les heures supplémentaires ne se contractualisent pas. On va voir également que dans cet arrêt était question là, des horaires collectifs de travail. Est-ce que le salarié peut ne pas respecter un horaire collectif? Et surtout, cet horaire collectif, est-ce qu'il peut englober les heures supplémentaires? Et s'il englobe les heures supplémentaires, où se situent les heures supplémentaires dans l'horaire collectif? Est-ce qu'elles sont à la fin ou est-ce qu'elles sont au début, concrètement? Et évidemment, se pose aussi la question donc, de savoir quelle est donc la sanction qu'encourt le salarié s'il refuse d'effectuer des heures supplémentaires, s'il refuse de respecter cet horaire collectif, et quelles conséquences ça peut avoir sur son licenciement. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est très riche de plein de notions et qui en plus, éventuellement, pourrait être un revirement de jurisprudence. Alors, je vous dis, c'est un arrêt qui est délicat à interpréter parce que c'est un arrêt qui n'est pas publié. Donc vous savez que les arrêts importants de la Cour de cassation, ce sont des arrêts publiés, mais cet arrêt-là n'a pas été publié, mais il a déjà été commenté à droite et à gauche, ce qui montre que en fait, la Cour de cassation, quand elle considère qu'un arrêt est quand même un peu important, elle le diffuse auprès des éditeurs juridiques, et les éditeurs juridiques, quand ils voient qu'un arrêt est intéressant, commencent à le commenter, donc vous verrez, je vous ferai part de l'analyse qui a été faite par un acteur institutionnel juridique assez important sur cette question. Donc, voyons l'arrêt. Donc, c'est un arrêt du 8 septembre 2021. Et première chose, il faut regarder toujours un arrêt dans son entier. Et on va voir que l'éditeur juridique qui a commenté cet arrêt n'a regardé que la première partie de l'arrêt, mais pas l'arrêt dans son entier. Et il est peut-être passé justement à côté de l'essentiel qui se trouvait dans la partie de l'arrêt qu'il n'a pas analysé. Alors, donc, vous avez cet arrêt, et vous avez donc un arrêt qui est où la Cour de cassation répond à deux choses. Le moyen en lui-même, il était structuré en 4 branches, et la Cour de cassation prend le soin de scinder le moyen en deux, et elle va répondre dans cette première partie de la motivation sur la première branche du moyen, et dans la deuxième partie de sa motivation, elle va répondre sur les 3 autres branches. Donc je vous propose qu'on analyse l'un et l'autre. La première partie de l'arrêt, c'est la partie qui, entre guillemets, est véritablement problématique parce que la solution de la Cour de cassation, elle est là. Et la Cour de cassation nous dit le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée de travail du salarié de 35 heures à 39 heures. La Cour d'appel a retenu à bon droit, alors ça c'est à bon droit quand vous voyez cette expression dans un arrêt de la Cour de cassation, c'est-à-dire que la Cour de cassation considère que le raisonnement juridique derrière, il est solide, c'est du bon droit, littéralement, d'accord? Donc la Cour d'appel a retenu à bon droit que le caractère systématique de ce recours aux heures supplémentaires modifiait le contrat de travail du salarié. D'accord? Donc, vous voyez, et la formulation de la Cour de cassation, elle est lourdingue. Elle est lourdingue à dessein. Elle vous dit bien, le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail de 35 heures à 39 heures. La Cour d'appel a justement considéré que le caractère systématique de ce recours aux heures supplémentaires modifiait le contrat de travail de l'intéressé. Ça veut dire que les heures supplémentaires, elles se sont contractualisées. D'accord? Ça modifie le contrat de travail du salarié. Et donc, ce qu'en déduit la Cour de cassation à ce propos, c'est que pour pouvoir contractualiser les heures supplémentaires, eh bien, il faut l'accord exprès du salarié. Et là, elle n'avait pas obtenu cet accord exprès du salarié. Ce qui fait que son refus d'exécuter ces heures supplémentaires, il n'était pas fautif. Et ça, cette solution, d'accord, vous la connaissez très bien. Avec l'arrêt Raquin depuis 87, on vous dit que la modification du contrat de travail, ça doit être un échange des volontés entre l'employeur et le salarié. C'est plus l'employeur qui va unilatéralement modifier le contrat de travail. Et le silence du salarié ne vaut jamais acceptation. Il faut bien, nous dit la Cour de cassation, son accord exprès.
Sur ce point, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps, d'accord? C'était le licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail. Vous voyez bien que la première partie de l'arrêt qu'on est en train d'étudier, c'est exactement une illustration classique, d'accord, de cette solution que j'avais commentée à travers cet arrêt de 2018, mais qui a été, j'avais mis les mises à jour, elle a été rappelée encore en 2019 par 2 fois par des arrêts publiés. Donc, de ce point de vue-là, l'arrêt, il n'est pas novateur. De dire, s'il y a une modification du contrat de travail, il faut l'accord exprès du salarié. Sinon, son refus d'exécuter les heures supplémentaires, il est parfaitement légitime. En tout cas, il n'est pas fautif et on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a refusé une modification de son contrat de travail. Ce qui est problématique dans l'arrêt, c'est cette partie. Le recours systématique à des heures supplémentaires, ça modifie le contrat de travail. Et ce que dit la Cour de cassation à travers ça, c'est que ce recours systématique aux heures supplémentaires, ça va contractualiser les heures supplémentaires. Ça peut les contractualiser pourvu que le salarié dise « oui, je les accepte ». Et ça, c'est un revirement de jurisprudence. Pourquoi ? Parce que dans le cours que je faisais, pas plus tard qu'au semestre précédent, vous avez cet arrêt du 9 mars 99 qui disait exactement le contraire. Ne constitue pas une modification du contrat de travail les heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent annuel dont il dispose et en raison de la nécessité, des nécessités de l'entreprise. Donc autrement dit, depuis cet arrêt de 99, on considère que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent. Et là, la Cour de cassation, dans son arrêt, nous dit une chose qui est différente, c'est qu'elle vous dit, à partir du moment où l'employeur a systématiquement recours aux heures supplémentaires, eh bien, si le salarié l'accepte, ces heures supplémentaires, elles sont contractualisées. On sort du pouvoir de direction de l'employeur et on contractualise les heures supplémentaires. Ce qui veut dire que, et si vous reprenez donc ma vidéo de l'époque, je disais très exactement à ce passage-là de la vidéo que même si l'employeur, pendant des années, avait imposé un nombre constant d'heures supplémentaires aux salariés, il pouvait du jour au lendemain supprimer ces heures supplémentaires. Eh bien, vous voyez qu'avec l'arrêt qu'on a aujourd'hui, les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu ce recours systématique aux heures supplémentaires, que le salarié les a acceptées, elles sont donc contractualisées et l'employeur ne pourra plus les supprimer, à moins d'obtenir à nouveau l'accord exprès du salarié, parce qu'il y aura une deuxième modification du contrat de travail. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est étrange, parce qu'il laisse entrevoir que, au-delà d'une certaine durée, au-delà d'un certain nombre de répétitions, d'accord, le recours systématique à ces heures supplémentaires va pouvoir les contractualiser. Mais la Cour de cassation ne s'avance pas à nous dire ce qu'est ce caractère systématique. C'est au bout de combien de temps qu'on est dans le systématique, vous voyez. Et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que, normalement, depuis Raquin, on vous dit bien que la modification du contrat de travail, d'accord, elle ne peut pas se faire de manière unilatérale. Et là, en fait, on vous dit, parce que l'employeur a, de manière unilatérale, mais de manière systématique, imposé ses heures sup, elle se contractualise. Donc je suis très gêné par ça, parce que ça voudrait dire, en fait, qu'il est possible, de manière unilatérale, de modifier un contrat de travail, dès lors qu'une certaine répétition a eu lieu, et que le salarié s'y est pas vraiment opposé, ou alors qu'il a, à un moment donné, donné son accord exprès. Vous voyez, je ne sais pas, là, il y a cette partie-là de la motivation qui risque de faire couler beaucoup d'encre, et d'ailleurs, qui a déjà fait couler de l'encre, et je me permets par la même occasion donc, de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le portail donc, de EFL, donc, les éditions Francis Lefebvre, et ils font notamment en fait ce qu'ils appellent la quotidienne, qui est en fait une newsletter que vous pouvez recevoir tous les matins dans votre boîte mail, et ce matin, il renvoyait justement un article où il commente cet arrêt de la Cour de cassation, donc vous voyez que c'est un commentaire assez
assez concis, et les éditions EFL citent, comme je le faisais déjà dans mon cours au semestre précédent, ces arrêts donc, de 99, dont je vous ai dit qu'ils étaient assez importants. Ce qui était considéré jusqu'à présent comme étant l'arrêt de principe. Et la Cour de EFL nous dit bien qu'avec l'arrêt qu'on est en train d'étudier, on est en train de revenir en fait à une solution qui est une solution de 91, qui était un arrêt publié de 91, mais qui avait été remis en cause, vous voyez, par cet arrêt de 99. Donc il est possible qu'avec cet arrêt non publié qu'on regarde aujourd'hui, on soit en train de revenir au début des années 90, à une époque où toutes les conséquences finalement de l'arrêt Raquin n'étaient peut-être pas encore parfaitement bien maîtrisées par la Cour de cassation. Donc ça, c'est la première partie de l'arrêt, qui est donc finalement assez claire dans sa solution, même si elle est problématique dans les raisons sous-jacentes en fait, qui conduisent la Cour de cassation à retenir cette solution. Voyons maintenant la deuxième partie de l'arrêt qui nous intéresse, parce qu'elle parle des horaires collectifs. Et là, donc, vous avez un visa, donc c'est un arrêt de cassation sur ce point-là. Vous avez donc un visa qui est assez fouillé, entre guillemets. Et vous avez donc notamment deux articles qui vont nous intéresser. C'est les articles 31.71.1 et 31.71.3. Les articles suivants nous intéressent moins, puisque 12.34.1, 12.34.5 et 12.34.9, dans la rédaction d'avant les barèmes Macron, ce sont finalement toutes les dispositions relatives au préavis. Donc 12.34.1, c'est le préavis. 12.34.5, c'est l'indemnité compensatrice de préavis. Et 12.34.9, c'est l'indemnité de licenciement. Donc vous voyez que le visa de la Cour de cassation sur toute cette partie-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont ces deux articles-là qui ont trait aux accords collectifs. Alors, avant de rentrer dans ces dispositions décrétales du Code du travail, rappelons juste que c'est qu'un horaire collectif, d'accord ? L'horaire collectif, c'est un article du Code du travail qui nous dit que voilà, l'employeur, il peut parfaitement avoir des horaires de travail individualisés en fonction de chaque salarié, mais il peut aussi, comme c'est souvent le cas dans le cadre d'un atelier, d'une usine, définir des horaires de travail collectifs. Et dans ce cas-là, il est soumis à une obligation d'affichage. C'est-à-dire que dans le lieu de travail collectif, d'accord, l'employeur va afficher les heures auxquelles commence et finissent le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Et on va voir que dans l'arrêt en question, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et les dispositions d'application donc, de cet article dans la partie législative du Code du travail, c'est quoi ? Je vous donne aussi, et je vous les mentionnerai en dessous de cette vidéo, les articles de servicepublic.fr qui synthétisent parfaitement toute cette problématique sur la durée du travail. Donc la durée du travail, en fait, on vous dit bien que, en fait, on peut décompter l'heure de travail selon un horaire individualisé ou un horaire collectif, c'est ce que je vous ai dit. Et ce que vous dit servicepublic.fr, c'est qu'il y a un délai de prévenance de 7 jours si jamais l'employeur modifie ses horaires collectifs. Alors là, il y a une petite erreur de la part de servicepublic.fr, je leur signalerai peut-être à la fin de cette vidéo. Mais voilà, la durée du travail, vous avez compris que c'est soit des horaires collectifs, soit des horaires individualisés. Et quand on est donc dans un horaire de travail collectif, vous avez toute une section dans la partie décrétale donc, du Code du travail qui vous dit que lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, en fait, cet horaire collectif doit indiquer en fait les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Et après, on nous dit bien c'est quelque chose donc, qui est daté et signé par l'employeur ou celui à qui il a délégué son pouvoir à cet effet. C'est affiché donc de manière lisible et apposé de manière permanente dans les lieux de travail. Et c'est là où il y a, je vous dis, une petite erreur dans servicepublic.fr, c'est que quand on est en matière d'horaire collectif, en fait, la modification donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Mais vous voyez que là, il n'y a pas de délai de prévenance. En fait, le délai de prévenance, vous l'avez quand l'employeur fait ce qu'on appelle de la modulation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un horaire de travail collectif, mais sur une période de 4 semaines, en fait, cet horaire varie. La première semaine, vous allez travailler 30 heures, la deuxième, vous allez travailler 35, la troisième, vous allez 39, et puis la quatrième, vous travaillerez 25. Et donc, en fait, quand il y a une modulation,
eh bien en fait l'employeur peut modifier en fait cette modulation, mais dans ce cas-là, il doit le faire avec un délai de prévenance de 7 jours avant. D'accord ? Mais voyez bien que quand on n'est pas dans une histoire de modulation, quand on est tout simplement dans un horaire de travail collectif, eh bien l'employeur il a l'obligation de l'afficher de manière permanente et lisible sur le lieu de travail, et si jamais il le modifie à un moment donné, eh bien ma foi, il doit juste simplement afficher les nouveaux horaires, et évidemment il ne peut pas abuser de ce droit de modifier l'horaire collectif, donc il devra le faire avec un certain délai de prévenance, mais vous voyez qu'il n'y a aucune contrainte minimale à respecter dans le Code du travail de ce point de vue-là. Donc vous voyez, ça c'est les deux articles qui sont visés par la Cour de cassation, 3171.1 et 3171.3. Ils sont visés donc dans l'arrêt qu'on est en train d'étudier. Et le délai de prévenance, vous voyez, c'est sur la modulation. Bon, je passe rapidement là-dessus. Voilà. Donc, revenons à notre arrêt. Et notre arrêt, qu'est-ce qu'il nous dit donc dans la deuxième branche? Alors, il nous dit que, voilà, lorsque tous les salariés d'un atelier travaillent selon le même horaire collectif, eh bien, il faut donc que soit clairement affiché le début et la fin de cet horaire collectif. Et ensuite, s'il y a une modification, d'accord, elle est applicable à compter du moment où l'employeur a affiché cette modification. Qu'est-ce qui s'était passé au cas d'espèce? Et là, la Cour d'appel, dans le paragraphe suivant, nous rappelle en fait le raisonnement de la Cour d'appel, qui est un raisonnement qu'elle va censurer parce qu'il y a une erreur dedans. Mais à travers la lecture de ce paragraphe, vous allez comprendre qu'en fait, il y a un nouvel horaire collectif de travail qui a été imposé par l'employeur. Et cet horaire collectif, c'était quoi? C'était de 8h à 12h et de 13h30 à 17h20. Donc ça, c'était l'horaire collectif qui affichait bien en plus les temps de pause entre 12h et 13h30. Et dans cet horaire collectif, l'employeur avait dit que les heures supplémentaires, elles s'effectuaient de 8h, vous voyez, c'est là, ici, les heures supplémentaires s'effectuaient de 8h à 8h50. Donc en fait, l'horaire collectif, il comprenait la durée légale du temps de travail de 35 heures, de 8h50 à 17h20 avec la pause au milieu, d'accord? Et systématiquement, avant, on imposait 50 minutes d'heures supplémentaires de 8h à 8h50. D'accord? Ça, donc vous voyez bien qu'à travers déjà tout ça, on comprend qu'une chose, c'est que l'horaire collectif, il peut être plus large que la durée légale du temps de travail. L'horaire collectif, il peut parfaitement dire, dedans, il y aura systématiquement des heures supplémentaires. D'accord? Donc l'horaire collectif, il est déterminé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Et dans le cadre de ce pouvoir de direction, l'employeur peut très bien dire « je veux recourir systématiquement à des heures supplémentaires ». Et ces heures supplémentaires, je ne veux pas les mettre à la fin de l'horaire de travail, mais je veux les mettre au début de 8h à 8h50. Et la Cour d'appel, en fait, elle avait dit « cette espèce de stratagème-là, c'est complètement artificiel. Pour moi, les heures supplémentaires, elles se situent à la fin. Donc de 8h à 16h30, c'était l'horaire légal, c'était la durée légale du temps de travail de 35 heures, et de 16h30 à 17h20, c'était les heures supplémentaires. L'employeur ne pouvait pas les mettre devant. Et donc le salarié, il a refusé d'effectuer ces heures supplémentaires, il partait systématiquement à 16h30, mais ce n'était pas fautif de sa part, puisque, en fait, il avait accompli la durée légale de son temps de travail, il n'avait pas accepté, il n'avait pas contractualisé les heures supplémentaires, donc il pouvait parfaitement refuser d'effectuer ces heures supplémentaires, donc le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Et la Cour de cassation lui dit que nenni, c'est une erreur de raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut bien comprendre, et ça la Cour de cassation insiste là-dessus, l'horaire collectif, il est fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. D'accord? Donc l'horaire collectif, c'est l'employeur qui le décide parce que c'est lui qui va déterminer à quel moment tous les salariés vont travailler ensemble dans un atelier. Et voilà, c'est quand même l'employeur qui connaît les besoins de son entreprise, de son process de travail, et qui va donc décider à quel moment il veut que tous les salariés soient ensemble. Donc l'horaire collectif, ça traduit bien ce pouvoir de direction de l'employeur, ça participe de ce pouvoir de direction, et on ne peut pas, le salarié, il n'a aucune emprise là-dessus, avec sa seule volonté. Et ce qui était reproché donc aux salariés, c'était de ne pas s'être conformé de manière réitérée à l'horaire collectif qui était mis en place depuis 2008. Et en effet,
D'accord? Quand vous lisez les faits, il partait systématiquement à 16h30, alors que l'horaire collectif, il terminait à 17h20. Autrement dit, si le salarié, il voulait ne pas effectuer ses heures supplémentaires, il lui appartenait d'arriver au travail à 8h50 plutôt qu'à 8h. Mais à partir du moment où il arrive à 8h et qu'il commence à travailler à 8h, ça veut dire qu'il effectue une heure supplémentaire. Et l'employeur a parfaitement la possibilité de fixer l'heure supplémentaire au début de l'horaire collectif de travail et non pas à la fin. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous dit la Cour de cassation. Et ce que reproche la Cour de cassation à la Cour d'appel, c'est de n'avoir pas recherché si, nonobstant, donc abstraction faite de la possibilité qu'avait le salarié de refuser des heures supplémentaires, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Cette question-là de est-ce qu'il pouvait légitimement refuser ces heures supplémentaires, la Cour de cassation, dans la première partie de l'arrêt, dit oui, il pouvait parfaitement le faire parce qu'elles n'étaient pas contractualisées. Il pouvait donc refuser de les accomplir puisqu'il n'avait jamais donné son accord exprès à les exécuter auparavant. Donc, de ce point de vue-là, son comportement n'est pas fautif. Le refus d'effectuer ces heures supplémentaires n'était pas fautif. En revanche, tout autre est la question de savoir est-ce qu'il était fautif ou pas de respecter cet horaire collectif. D'accord? Parce que l'horaire collectif, c'est le pouvoir de direction de l'employeur. D'accord? Donc, nonobstant la question des heures supplémentaires que, nous dit la Cour de cassation de manière incidente, l'employeur pouvait librement fixer en début de matinée, donc là, la Cour de cassation dit, dans un horaire collectif, la répartition entre la durée légale du temps de travail et les heures supplémentaires, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur, et la Cour d'appel ne pouvait pas faire cette reconstruction en modifiant l'agencement qui avait été décidé par l'employeur. D'accord? Donc, indépendamment de la question des heures supplémentaires et du refus d'exécuter ces heures supplémentaires, se poser la question qui n'a pas été tranchée par la Cour d'appel, de savoir est-ce qu'il n'était pas fautif de la part du salarié de ne pas respecter un horaire collectif de travail, sachant que l'horaire collectif de travail, il est imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, parce que c'est lui qui connaît les nécessités de son entreprise et qui peut donc vouloir que tous les salariés travaillent pendant une plage horaire donnée, tous ensemble. Et donc, il y a une cassation et la Cour d'appel de renvoi devra déterminer si le comportement du salarié d'être parti à 16h20 au lieu de 16h30 au lieu de 17h20, est-ce que ça c'était fautif ou pas? Et a priori, on peut bien considérer que ça l'est un peu, puisque vous voyez bien que c'est un acte d'insubordination de la part du salarié qui désorganise en plus le processus de production, puisqu'il part à un moment donné où tous les salariés sont censés travailler ensemble. Voilà. Donc vous voyez, c'est un arrêt qui est très intéressant à la fois sur cette question de la contractualisation des heures supplémentaires, dès lors qu'il y a un recours systématique aux heures supplémentaires, mais c'est un arrêt aussi qui est intéressant, qui nous montre que ce qu'est un horaire collectif de travail, et au sein de cet horaire collectif de travail qui ressort du pouvoir de direction de l'employeur, comment l'employeur peut agencer les heures supplémentaires et la durée légale du temps de travail. Donc voilà, et c'est dommage que certains éditeurs juridiques ne commentent que la première partie de l'arrêt plutôt que de commenter l'arrêt dans son intégralité, parce que vous voyez que la deuxième partie de l'arrêt donne une autre perspective en fait à cet arrêt, et dans l'ensemble c'est un arrêt donc qui est à la fois intéressant et difficile à interpréter. On se retrouve très bientôt.